Bienvenue sur la chaîne Sans Frontières, votre chaîne de l'information et de l'éducation. Ah, l'Amérique, pays de la liberté, patrie des courageux et obsédé par les murs? Un pays qui se vante de ses valeurs de liberté et d'accueil, mais qui semble avoir une relation compliquée avec l'idée de frontières. C'est un peu ironique, non? Un pays qui a été un phare d'espoir pour tant de gens, maintenant préoccupé par l'idée de se protéger. Cette nation construite sur l'immigration, sur le dos de ceux qui ont traversé les océans et les montagnes pour une vie meilleure, a soudainement décidé qu'elle avait besoin d'une barrière. Une barrière pour se protéger de ceux qui, comme leurs ancêtres, cherchent une nouvelle vie. Une très grande et très chère barrière. Pour se protéger de, surtout des Mexicains, apparemment. Une barrière qui coûte des milliards de dollars, mais qui est censée résoudre des problèmes complexes d'immigration et de sécurité. Les plans incluent également le retour à la détention familiale, une pratique controversée, abolie par le président Biden et fortement critiquée par les défenseurs des droits des immigrés. Bon, je ne suis pas un expert en géopolitique, mais même moi, je sais qu'on ne peut pas simplement construire un mur et s'attendre à ce que tout aille bien. Les problèmes d'immigration sont bien plus complexes que cela. Ce n'est pas une dispute de cour de récré, ce n'est pas aussi simple que de dire « je ne joue plus avec toi » et de construire un mur de sable. On ne peut pas juste crier « je ne joue plus avec toi » et construire un château de sable en guise de barrière. Les relations internationales et les vies humaines sont bien plus compliquées que cela. Mais c'est un peu l'impression que ça donnait, non? Comme si on essayait de résoudre un problème complexe avec une solution simpliste. Ce grand geste, ce symbole coûteux, tout ça pour dire « vous n'êtes pas les bienvenus ici ». Un message fort, mais à quel prix? Sauf, bien sûr, quand ils avaient besoin de quelqu'un pour tondre la pelouse, faire le ménage, ou, vous savez, ramasser les légumes. Les mêmes personnes qu'on veut exclure sont souvent celles dont on dépend pour des travaux essentiels. Là, c'était une autre histoire. Les travailleurs migrants sont soudainement bienvenus quand il s'agit de faire le travail que personne d'autre ne veut faire. Soudainement, ces murs semblaient avoir des portes invisibles, des portes qui ne s'ouvraient que lorsque c'était pratique. Des portes qui s'ouvrent et se ferment selon les besoins économiques. C'en est assez pour se demander, est-ce une tragédie ou est-ce une farce? Une situation qui semble à la fois sérieuse et absurde. Ou peut-être, en véritable style américain, est-ce un peu des deux? Un mélange de sérieux et de comédie, de réalité et d'ironie, qui reflète la complexité de la situation. Le slogan, il était partout. Make America Great Again. Accrocheur, non? Partout où vous alliez, vous pouviez voir ces mots en rouge vif, imprimés sur des casquettes, des t-shirts et même des panneaux d'affichage. C'était comme une vague de patriotisme qui balayait le pays. Mais qu'est-ce que ça voulait dire vraiment? Était-ce une promesse de revenir à une époque dorée ou simplement une stratégie pour rallier les foules? Et comment la construction d'un mur s'inscrivait-elle dans cette vision de la grandeur? Était-ce une métaphore pour la sécurité et la souveraineté ou une solution concrète à des problèmes complexes? C'était comme essayer de comprendre une blague racontée dans une langue que l'on parle à peine. On pouvait saisir les grandes lignes, mais les nuances nous échappaient. On sait que c'est censé être drôle, mais il manque quelque chose à la traduction. Les subtilités culturelles et les contextes historiques se perdent souvent en cours de route. L'Amérique n'était-elle pas déjà grande? Elle avait Hollywood, les hamburgers et une influence culturelle mondiale. Et, Trump lui-même. Un homme d'affaires devenu une figure politique emblématique. Que demander de plus? Apparemment, un mur très cher, un projet colossal qui a suscité autant de débats que de controverses. Payé par qui, me direz-vous? C'était la question à $1 million. Ah, c'était là la chute, la mise en place d'une blague qui n'a jamais semblé faire mouche. Une promesse qui semblait plus théâtrale que réaliste. Le Mexique allait payer pour ça, voyez-vous. Une déclaration qui a fait lever plus d'un sourcil. Le Mexique, un pays qui a ses propres défis à relever, allait payer la facture d'un mur dont il ne voulait pas. Une idée qui semblait sortie tout droit d'une comédie absurde. C'était comme demander à son voisin de payer pour sa nouvelle clôture, parce qu'on n'aime pas la façon dont son chien vous regarde. Une situation qui frôle le ridicule. Absurde? Bien sûr. Mais c'est ce qui rendait la situation si fascinante et si déroutante à la fois. Mais c'est la beauté de l'humour politique, non? Il nous permet de voir les choses sous un angle différent, de questionner les évidences et de remettre en cause les discours officiels. Il nous permet de pointer du doigt le ridicule et de rire, même lorsque la réalité est tout sauf drôle. Parce qu'au fond,
rire de nos absurdités est peut-être la meilleure façon de les comprendre et de les surmonter. Bon, je ne suis pas économiste, mais même moi, je sais que les murs coûtent cher. Les briques, le mortier, la main-d'œuvre, ça chiffre vite. Et qui de mieux pour financer ce projet de construction extravagant que le Mexique? Oui, vous avez bien entendu. Le plan était de faire payer le Mexique pour un mur qui empêcherait les Mexicains d'entrer en Amérique. C'était comme aller au restaurant, commander le plat le plus cher du menu, puis tendre l'addition à la personne à la table d'à côté. Sauf que, dans ce cas, on disait aussi à la personne à la table d'à côté qu'elle ne pouvait pas entrer. La logique était insaisissable, comme essayer d'attraper de la fumée à main nue. Mais c'est le propre des promesses politiques, non? Elles n'ont pas toujours besoin d'avoir du sens. Elles doivent juste sonner juste. Et construire un mur, eh bien, ça sonnait bien. Une solution simple à un problème complexe. Sauf que, bien sûr, ce n'était pas le cas. Ils nous envoient leurs pires éléments, a-t-il déclaré, sa voix tonnant, ses paroles résonnant dans les meetings et sur les écrans de télévision. Ils apportent la drogue, ils apportent le crime, ce sont des violeurs. Et comme ça, toute une nation, une tapisserie diverse de cultures et de peuples, a été réduite à une caricature. Une histoire effrayante murmurée dans le noir. Le récit du bas d'ombre, c'était comme une mauvaise blague, répétée encore et encore. Ce n'était pas drôle la première fois, et ce n'était certainement pas plus drôle à force de répétition. Mais c'était efficace, n'est-ce pas? Cela a exploité la peur, les préjugés, cet instinct primaire de craindre l'autre. Il a ignoré les innombrables histoires de dur labeur, de familles aspirant à une vie meilleure, de rêves poursuivis et de sacrifices consentis. Il a ignoré les médecins, les enseignants, les entrepreneurs, les artistes, les rêveurs qui ont contribué au tissu de la société américaine. Il a ignoré la réalité au profit d'un mensonge commode, un mensonge qui servait à diviser, à conquérir et, en fin de compte, à nous diminuer tous. Perdu dans la traduction, quand construire un mur devient un hymne national. Le langage, c'est une chose puissante. Il a la capacité de façonner nos pensées, d'influencer nos émotions et de guider nos actions. Il peut inspirer, il peut unir, et il peut aussi être utilisé pour manipuler et tromper. Les mots ont un pouvoir immense, surtout lorsqu'ils sont utilisés de manière stratégique. Et entre les mains d'un maître du spectacle, une phrase aussi simple que « construire un mur » pouvait devenir un cri de ralliement, un symbole de quelque chose de bien plus grand que lui-même. Ce slogan a transcendé sa signification littérale pour devenir un emblème de changement et de protection. Mais qu'est-ce que cela signifiait vraiment? S'agissait-il de sécurité? D'économie? Ou était-ce une promesse de renouveau et de contrôle? Ou s'agissait-il de quelque chose de plus insidieux, qui touchait à nos peurs et à nos préjugés les plus profonds? Les mots peuvent être des armes, et ce slogan a été utilisé pour attiser des sentiments de division et de méfiance. La beauté d'un slogan, bien sûr, est qu'il ne nécessite pas de nuances. Il est direct, percutant et facile à retenir. Il n'a pas besoin de s'expliquer. Il suffit qu'il résonne avec les émotions des gens. Il doit juste trouver un écho. Et ce slogan a trouvé un écho puissant, résonnant avec les frustrations et les espoirs de nombreux individus. Et il en a trouvé un, devenant un chant, un mantra, un hymne national pour ceux qui se sentaient laissés pour compte, oubliés ou simplement en colère. Ce slogan est devenu un symbole de résistance et de revendication. C'était une solution simple à un problème complexe, une promesse murmurée dans le vent. Une promesse qui semblait offrir une réponse claire et directe à des questions compliquées. Mais comme pour la plupart des promesses, le diable se cachait dans les détails, dans les petites lignes que peu prenaient la peine de lire. Les implications réelles et les conséquences de cette promesse étaient souvent ignorées ou mal comprises. Le rêve américain différait. Histoire de l'autre côté. Ils sont venus chercher une vie meilleure, une chance de vivre le rêve américain. Ils ont tout risqué, traversé des déserts et des rivières, affronté le danger et l'incertitude, tout cela pour la promesse d'un avenir meilleur. C'étaient des mères et des pères, des fils et des filles, des frères et des sœurs, chacun avec sa propre histoire à raconter, ses propres rêves à poursuivre. Mais au lieu de bras ouverts, ils ont été accueillis avec suspicion, avec peur, avec des murs. Leurs histoires, leur humanité, perdus dans la rhétorique politique, noyés par les chants de « construisez le mur », ils sont devenus des statistiques, des numéros sans visage, dans un débat qui semblait avoir perdu de vue son coût humain. Le rêve américain, semble-t-il, n'était pas pour tout le monde. C'était un rêve différé, une promesse brisée, une histoire restée sans voix. Et dans l'ombre de ce mur, dans les murmures de ceux qui ont été refoulés,
nous avons entrevu une autre Amérique, une Amérique qui s'était égarée. Au-delà du rire, un aperçu du coût humain. L'humour peut être un outil puissant. Il peut dénoncer l'hypocrisie, défier l'autorité et nous faire rire de l'absurdité de la situation. Mais parfois, le rire nous reste en travers de la gorge, nous rappelant que derrière chaque blague, il y a un fond de vérité, une réalité qui est tout sauf drôle. Le coût humain de ces politiques n'a rien de drôle. Des familles déchirées, des rêves brisés, des vies brisées. Les histoires sont déchirantes, remplies d'un désespoir silencieux qui transcende les frontières et les langues. Un père séparé de ses enfants, la voix brisée par l'émotion alors qu'ils parlent de leur peur, de leur confusion. Une mère accrochée à son bébé, les yeux emplis d'une terreur qu'aucun parent ne devrait jamais avoir à endurer. Ce ne sont pas des chutes de blagues, ce ne sont pas des pions politiques. Ce sont des êtres humains, pris entre deux feux dans un système qui semble avoir perdu son chemin. L'héritage des murs. Une comédie des erreurs. L'histoire a cette fâcheuse tendance à se répéter, n'est-ce pas? Nous construisons des murs, au sens propre comme au sens figuré, pour ensuite les abattre à nouveau, le cycle de la division et de l'unité se répétant de génération en génération. Mais à quel prix? Le mur de Berlin, la grande muraille de Chine, le mur d'Adrien, tous ces murs sont autant de monuments à notre capacité à nous connecter et à nous diviser. Ils nous rappellent que les murs peuvent diviser, mais qu'ils sont rarement vainqueurs. Ils peuvent endiguer le flot, mais ils ne peuvent retenir la vague de l'aspiration humaine, du désir d'une vie meilleure. L'héritage de ces murs est complexe, c'est une tapisserie tissée à la fois de triomphe et de tragédie. C'est un rappel que nos plus grands défis ne peuvent être relevés avec des briques et du mortier, mais avec de l'empathie, de la compréhension et la volonté de construire des ponts plutôt que des barrières. Rire à travers les larmes, l'humour comme arme et comme bouclier. Face à l'absurdité, il ne nous reste parfois que le rire. C'est un mécanisme de défense, une façon de faire face à l'insupportable, de trouver de la lumière dans les ténèbres. Et dans le domaine de la satire politique, l'humour devient à la fois une arme et un bouclier. Nous rions de l'absurdité de la situation, de l'hypocrisie, des mensonges, de l'audace de la chose. Nous rions pour ne pas pleurer, pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans notre indignation, notre incrédulité, notre désespoir. L'humour nous permet de pointer du doigt les habits neufs de l'empereur et de les appeler par leur nom. Une farce, une blague, une tragicomédie jouée sur la scène mondiale. Il nous donne la permission de questionner, de contester, de refuser d'être réduits au silence, de se libérer. Construire une meilleure chute vers un avenir plus inclusif. Alors, quelle est la chute? Quelle est la morale de cette comédie des erreurs, de cette tragicomédie de la politique et des vies humaines? C'est peut-être que nous sommes encore en train de l'écrire. Nous sommes encore en train de trouver comment construire un monde où les murs ne sont pas la solution, où les ponts ne sont pas considérés comme des faiblesses, et où le rêve américain n'est pas un privilège réservé à une poignée de privilégiés. C'est un travail de longue haleine, cette quête d'un monde plus juste et plus équitable. Mais tant que nous continuerons à rire, à nous interroger, à nous battre pour un avenir meilleur, il y aura de l'espoir. Et l'espoir, comme on dit, est une chose puissante. Oman, un fonctionnaire expérimenté en immigration, a souligné que les opérations seront ciblées sur les menaces à la sécurité publique et nationale. Sa nomination témoigne de l'engagement de l'administration envers une application stricte, compte tenu de son rôle dans la mise en œuvre des politiques de séparation des familles lors du premier mandat de Trump. Lors de son premier mandat, Trump a expulsé plus de 1,5 million de personnes, soit moins que les 2,9 millions d'expulsions effectuées sous le premier mandat de Barack Obama. C'est la chute que nous recherchons tous, la fin vers laquelle nous travaillons tous. L'équipe de Trump évalue également la capacité régionale pour héberger les migrants, ce qui pourrait mener à la construction de nouveaux centres de détention dans les zones métropolitaines. Les responsables de la sécurité intérieure ont déjà identifié plusieurs villes pour renforcer la capacité de détention en prévision des afflux à la frontière. Mes chers auditeurs, savez-vous bien que la déportation n'est souvent pas une mauvaise chose, mais un moyen permettant aux autres nations d'aller construire leur propre pays? Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'abonner et partager à tous les amis et toute la famille. À bientôt pour une autre vidéo.